Euh, je me répète que je ne suis ni française ni algérienne. On me prend peut-être pour neutre en ce qui concerne la révolution algérienne et la guerre de libération. Je n'ai jamais été neutre. J'ai pris parti dès que j'ai su qu'il y avait une sous-population et une sous-culture en France. Ce jour de 1er mai 1952, j'en étais vraiment consciente qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le pays que j'avais considéré comme le pays des Lumières, le pays de l'amour, le pays de la mode. Tout à coup, ce jour-là, je me rendais compte que tout n'était pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et j'ai commencé à lire les magazines françaises de l'époque et j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Il faut dire que quand on vivait en France à l'époque, dans les années 50, il fallait prendre position. On était pour les Algériens ou pour les Français. Il fallait décider. Et pour moi, c'était évident que le colonialisme était une abominable maladie, plus qu'une maladie. C'était nécessaire d'en mettre fin et le plus vite possible. Alors, j'ai pris position et je n'ai jamais changé d'avis. Je me sentais militante pour l'Algérie au moment où j'ai rencontré différents dirigeants et que j'ai eu la possibilité de travailler au bureau FLN de New York. J'ai saisi cette opportunité et j'ai travaillé, on était 4. On était Alba Chandeli, Raoul Jakchi, Marianne Davis, une autre américaine, et moi-même. Il y avait un temps partiel la femme de Simon Marais et Barbara. Et on était 4 misérables comparés à ceux qui avaient, à la France qui avait 80, près de 100 personnes dans sa mission auprès des Nations Unies, qui faisaient de la propagande, qui jetaient de l'argent à des pays indécis, etc. On faisait des conférences de presse, on rencontrait des groupes pour essayer de les persuader. Notre but étant de forcer les Nations Unies à passer une résolution en faveur de l'Algérie indépendante et à condamner la France. Les premières tentatives de résolution par l'Algérie étaient en 1955. Et il a fallu 1961 enfin pour que les Nations Unies, l'Assemblée générale passe une résolution qui était effectivement en faveur de l'indépendance de l'Algérie. À ce moment-là, les États-Unis se sont abstenus, ce qui était nouveau parce que jusque-là, ils avaient voté contre. Et la France a vu qu'il ne fallait pas insister. Une fois que les États-Unis sont sortis de l'appui de la France, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis ont fourni à travers soi-disant longtemps un armement important dans les hélicoptères qui pillonnaient l'Algérie, etc. Donc, quand les États-Unis ont finalement abstenu auprès des Nations Unies, la France a compris que le jeu était terminé, que l'idée que c'était pas une guerre, disait De Gaulle, c'était un mouvement de protestation. C'était une époque très difficile. C'était une époque où la France avait une réputation énorme. Et beaucoup de pouvoir. Elle était prête à dépenser de l'argent pour que les différents pays
n'appuie pas l'Algérie. Quand le GPRA, par exemple, a été mis sur pied en 1958, il y avait quelques nations qui ont eu le courage de reconnaître le GPRA de jure, c'est-à-dire le Nord-Vietnam, le Nord-Corée, la Chine, l'Union soviétique, non. L'Union soviétique avait toujours appuyé la France dans sa lutte jusqu'en 1961, dans l'espoir qu'en appuyant la France, les États-Unis ne mettraient pas le pied en Afrique du Nord. Et j'étais présente à un moment historique, en 1961, lorsque Khrouchtchev était aux Nations Unies, et le délégué philippin l'a accusé l'Union soviétique de 2 poids et 2 mesures dans les questions de décolonisation. Khrouchtchev s'est fâché, a enlevé ses chaussures et a tapé sur son bureau, le bureau devant lui. Et le soir même de ce fameux jour, les Irakiens avaient donné une réception pour la délégation algérienne qui était présente à ce moment-là. Il y avait Belkacem Krim et des gens comme ça. Alors nous sommes allés à la réception des Irakiens et quelques minutes après le début de la réception, il était arrivé Khrouchtchev. C'était assez étonnant. Il n'avait pas annoncé qu'il allait venir, mais le lendemain, il a annoncé sa reconnaissance de l'Algérie, pas du juré, mais en tout cas, il a reconnu. Il y a un terme juridique. De facto. De facto, voilà, merci. Et voilà, les Nations Unies ont joué donc un rôle important. Il y avait une bataille qui était probablement aussi importante que la bataille sur place. Parce que, il faut dire que dès 1900, Mahatma Salihaj a commencé à assister aux conférences internationales sur la décolonisation, que les Algériens en 1955 ont réussi à se faire admettre dans l'Organisation internationale de Bandung, que Chou Enlai, que Jawaharlal Nehru, que des gens qui allaient devenir les dirigeants de leur pays étaient présents, et il y avait 4 représentants de l'Algérie qui étaient présents en 1955 à Bandung. Et c'était Mohamed Yazid, Hossein Aït-Ahmed, Hossein Lawal et Mohamed Khedr. Et 2 de ces hommes-là, Yazid et Aït-Ahmed, sont partis de Yougoslavie, ils sont de l'Indonésie, et se sont présentés à New York pour essayer de monter un bureau à New York. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils avaient en face d'eux confronté la 4e puissance militaire du monde. La France n'était pas un petit pays à l'époque, elle était déjà militairement très important, malgré l'Indochine, malgré la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils ont mis beaucoup de leur énergie à convaincre sur le plan international qu'il fallait appuyer la résolution pour l'Algérie, contre la France, etc. Donc, c'est dans ce bureau que Yazid et Aït-Ahmed ont réussi à monter que j'ai travaillé jusqu'à l'indépendance. Merci pour ce témoignage qui nous éclaire.
c'est clair. On comprend très bien que Madame Mortefi soit fatiguée. Elle a fait une tournée en Algérie un peu partout. Elle est intervenue plusieurs fois. Et c'est toujours un plaisir de répondre à nos invitations. Voilà, donc elle vient nous donner un éclairage. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons effectivement donner la parole à la salle. Et éventuellement, bon, s'il y a des questions, nous lui redonnerons la parole comme nous avons soufflé. Voilà, pour qu'elle puisse y répondre. Et la séance sera clôturée par une vente de ses ouvrages, de son ouvrage, Dédicace. Bon, alors, nous pouvons donner peut-être la parole à la salle, demandant d'être aussi bref que possible, de manière à ne pas faire trop durer la séance et ne pas fatiguer à l'excès notre invité. D'accord? Celui qui veut la parole, poser une question, dire quelques mots, peut prendre la parole. On vous demandera de vous présenter pour que Mme Mortefi sache un petit peu à qui elle a affaire. Voilà. Alors, la parole est à la salle. Donc, ce sera une séance de questions-réponses. Hein. Après chaque intervention, elle pourra dire quelques mots. Voilà. Merci Hassan. Madame Mortefi, merci beaucoup. Je voudrais vous demander quelle a été la réaction des intellectuels américains engagés à la suite de la lettre de John Kennedy de juillet 1957 favorable à l'indépendance de l'Algérie. Je m'arrête là. Je crois avoir compris. J'entends très mal. Alors, je veux me demander quelle était la réaction des Américains après la résolution de 60... Non, la lettre de John Kennedy, sénateur, oui, en 1957. Oui. Alors, c'était un discours magistral. Ça pourrait être écrit par n'importe quel Algérien en faveur de l'indépendance de leur pays. C'était très fort, à tel point qu'il a même accusé les États-Unis d'impérialisme. C'est très fort. C'était aussi un discours très politique, en ce sens qu'il était, à ce moment-là, en 1957, il était sénateur de Massachusetts et président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Et je pense qu'il cherchait un tremplin, un sujet important qu'il sortirait de l'anonymat et qui ferait en sorte que ses ambitions les plus fantasques serait possible. Et ça se savait destiné vers la présidence des États-Unis, ou en tout cas une tentative de ça. Alors, il cherchait une question d'importance primordiale et qui pouvait faire de lui quelqu'un de particulièrement connaissant et partisan de certaines mesures. Et donc, il a fait ses discours. C'est un discours qui mérite d'être répandu parce que c'est très beau. C'est très beau. À un certain moment, il dit même quelque chose du genre il ne s'agit plus d'entretenir le mythe de la France et impériale. Il est temps de mettre fin à ce mythe et sauver la France, pas l'Empire français, et libérer l'Afrique. C'est très, très fort, son discours. Il a dit après qu'il n'a jamais reçu autant de courriers négatifs
capé ce discours. Il a peut-être voulu se distinguer, mais il n'était pas apprécié par les intellectuels et les hommes politiques américains pour ce discours. À tel point que lorsqu'il a été candidat à la présidence des États-Unis, il n'a pas parlé de l'Algérie. D'ailleurs, il n'a plus jamais parlé de l'Algérie. Alors, nous, au bureau, on essayé de faire en sorte qu'il se répète, et qu'en tant que candidat, il appuie l'indépendance de l'Algérie, mais il n'a pas voulu. Son frère, Robert Kennedy, nous a dit, dans le creux de l'oreille, que son frère n'avait pas changé d'avis. Mais ce n'était pas pareil qu'une déclaration publique. Et à la fin du compte, quand il a été élu et l'Algérie est devenue indépendante, il a fait une très belle déclaration que j'ai vue dernièrement à la télévision. Il a fait une déclaration à la télévision pour féliciter l'Algérie d'avoir acquis son indépendance. Il a reçu Ben Bella. Il y a un très joli petit film sur YouTube sur Ben Bella à Washington, en train de hisser le drapeau algérien à côté de John Kennedy, et sa femme, Jackie Kennedy, on le voit de loin, derrière les buissons, en train de regarder les cérémonies se passer. Dans les bras, elle avait son fils John. C'est un très, très joli petit film. C'est chaleureux. C'est chaleureux. Mais la réaction des Américains envers sa déclaration était beaucoup moins chaleureuse. Merci. Hello, yes, merci. Firstly, it's honor to meet you here in Algeria. Please let me I give you a question from quote from your book. You said, I had never been to Algeria, but I was Algerinizing. I was in love with Muhammad. How could I not be a part of the new country that had so affected my life? That's quote affected personally also. My question is also to welcome to Warren, city of Khoury Goudi, who was the boxer and bodyguard in New York. Also, it's honor to be one of the most reference of one of the most favorite band, Algiers band. Well, the reference from your history. How do you feel when you're back to Algeria? How do you feel and remember Mohamed Sahnoun, Mohamed Yazid, and remember you crossed the road of Arabi Ben Mehdi? I remember the days of the Pan-African Cultural Festival and all you did in Algeria. Thank you. C'est possible de synthétiser votre question pour français. Voilà. Alors, qui est-ce qui pourrait nous synthétiser en 2 mots? Je ne sais pas si tu peux t'en décaler la question. Il n'a pas écouté. سؤالي كيف هو شعورك وأنت تعودين إلى الجزائر؟ ما هو شعورك وأنت تتذكرين الذكريات القديمة وأنت تمشين في شارع عربي بن مهيدي وتتذكرين محمد سحنون ومحمد يزيد وبن يحيى محمد بن يحيى، وكذلك ما هو شعورك وأنت كنت من الذين شاركوا مهرجان بان أفريكا، المهرجان الإفريقي هنا في الجزائر؟ شكرا. Le boxeur algérien à New York. Oui, il y avait plusieurs boxeurs algériens à New York. C'est, comment dire, je pense qu'il y a un moment de l'histoire où des gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. À ce moment-là, on donnait le meilleur de soi-même. Peu importe ce qu'on est devenu après, où les intérêts différents sont primordiaux. Et à ce moment-là,
tous donner le meilleur d'eux-mêmes, à tel point que, par exemple, quand les délégations arrivaient aux États-Unis, c'était des délégations mélangées, des délégations des anciens du MTLD et des anciennes de l'UDMA. C'était des délégations qui comprenaient des gens comme Belkacem Krim, Mohamed Yazid et Ahmed Boumedjel et Ahmed Francis. Il fallait qu'ils montrent, ils n'étaient peut-être pas d'accord sur tous les points entre eux, mais il fallait qu'ils montrent une position unie, une position qui éliminait les désaccords qui étaient prévalents avant la guerre d'indépendance. Donc, c'était des gens qui s'accordaient, malgré tout, malgré les choses qui les distançaient les uns des autres. Et on était très... Quand ils arrivaient à New York, on était les boxeurs. Il y avait une dame qui avait un restaurant à Brooklyn, qui était originaire d'Orléansville. Il y avait un certain nombre d'Algériens qui vivaient à New York. Et ils fréquentaient le bureau et donnaient ce qu'ils pouvaient. On recevait aussi des marins algériens qui arrivaient sur les bateaux français, qui étaient des marins sur les bateaux, qui faisaient des collectes sur les bateaux, qui nous amenaient un peu d'argent, qui amenaient aussi les merguez. Il y avait aussi je raconte tout ça dans mon livre, il y avait aussi très important, IRA, les Irlandais pour l'indépendance de l'Irlande. Ils faisaient aussi des collectes et ils nous amenaient au bureau l'argent de leur collecte sur les bateaux qui arrivaient à New York. Il y avait des choses assez étonnantes à l'époque. On était très sensibles à ce genre de choses. Un des boxeurs, Loari Godet, c'était un champion de petit poids. Je ne sais pas comment ça s'appelle en termes de boxe, mais il nous a invités, je me rappelle très bien, il nous a invités à un de ces matchs. Un soir où il y avait un homme, un Cubain, contre un Américain désir vierge, et l'Américain a fait, il a battu le Cubain à tel point qu'il est mort. Alors, écoute, il n'a pas voulu boxer après ça. Il devait boxer après, et il n'a pas paru, et je crois qu'il n'a plus jamais boxé. Mais il est venu nous protéger au bureau parce qu'à un certain moment, la mer Rouge a attaqué le bureau la nuit, crié des slogans et essayé de casser la porte du bureau, etc. Alors Chandelier trouvait qu'il fallait nous protéger à ce moment-là. Alors Cody est venu travailler au bureau pour nous protéger et pour aussi faire toutes sortes de choses. Mais à part, parmi ces tâches, c'était la protection. Bonjour. Je répète encore une fois, nous sommes très fiers de vous avoir ici. Je voudrais vous poser une question qui serait peut-être en partie une réponse à la question de mon ami et collègue Salah Koulkada. Est-ce qu'il vous est arrivé de côtoyer un très grand écrivain américain, Richard Nathaniel Wright, qui était membre du Parti communiste américain et qui a claqué la porte du Parti communiste américain parce qu'il trouvait que le Parti communiste américain ne luttait pas, ne prenait pas en cause la situation particulière des Noirs américains aux États-Unis. Il a obtenu l'asile politique en France et il a médité
avec les ouvriers algériens, les travailleurs algériens à Paris, à un tel point qu'il a été arrêté et mis en tôle, et on lui a imposé, on lui a dit s'il participait de nouveau aux manifestations des Algériens, au soutien des Algériens, il lui enlèverait l'asile politique et il serait renvoyé aux États-Unis. Est-ce que vous êtes arrivé de le rencontrer ou d'entendre parler? Et il avait dit qu'il y avait une identité du point de vue du principe entre la lutte des travailleurs algériens au sein du Parti communiste français avec celle des Noirs du Parti communiste français aux États-Unis. Je vous remercie. Richard Wright, je l'ai vu une fois. Je l'ai vu dans un café de la rue Monsieur le Prince. C'était un peu son quartier général. Et je n'osais pas lui adresser les paroles. Bien plus tard, après sa mort, quand je vivais en France, après l'expulsion d'Algérie, j'ai connu très bien sa femme. Elle habitait en face de chez moi, en effet. Et donc, je l'ai fréquentée et j'ai connu ses deux filles de très près, etc. Ellen Wright était aussi une New-Yorkaise, elle était une femme blanche. Et elle m'a beaucoup parlé de son mari, mais je ne l'ai pas vraiment connu. Je l'ai vu cette unique fois dans ce café de la rue Monsieur le Prince. Maintenant, il va sans dire que c'est un des plus grands écrivains américains. Et c'est surtout un des plus grands noirs américains qui sont devenus porte-parole d'une certaine manière de leur peuple. Mais je ne peux pas dire que je l'ai connu, que j'ai suivi sa carrière, sauf de savoir qu'il avait été invité en France par Jean-Paul Sartre et de Beauvoir. C'est pourquoi il est venu, c'était pour lui de goûter l'air libre de venir en France, où il n'était pas objet de racisme. Il a pu écrire et vivre tranquillement. Il a beaucoup écrit ici. Il a écrit plusieurs romans pas ici, en France, là-bas, mais il est mort en France. C'est tout ce que je peux dire. J'aurais bien voulu le connaître, aussi bien que j'ai connu sa femme. Merci pour cette réponse concernant Richard Wright et sa famille. Vous allez parler. Ouais. Bonjour, Hakim Muftahi de l'USTO, l'Université Justo. Madame, je vous remercie beaucoup pour cette rencontre inespérée. On n'a jamais pensé qu'un jour on va rencontrer une femme qui travaille à New York dans le bureau qu'Alit Ahmed a créé avec. J'ai une question que je vous demandais, mais c'est une question dont la réponse est très très importante. Pourquoi? Parce qu'elle répond à une question que la mémoire collective algérienne se pose depuis des années. Vous avez dit tout à l'heure une expression, vous avez dit que le combat à l'ONU était aussi important que le combat ici en Algérie. C'est ça? Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le combat à New York, à l'ONU, était aussi important que le combat ici en Algérie. C'est ça? Oui, oui. Je n'ai pas posé la question encore, je prépare pour la question. La question est que nous, en Algérie, on nous a toujours dit que militairement, la révolution algérienne était battue. Et que c'est De Gaulle qui a pris l'initiative de donner l'indépendance à l'Algérie. Et dans la mémoire collective des Algériens, ils ont toujours cette question, pourquoi De Gaulle nous a donné l'indépendance alors qu'il était en position de force? Mais vous avez cité que à l'ONU, le combat était très important. Ma question est la suivante. Est-ce que ce combat à l'ONU, c'est lui qui a fait pencher la balance vers l'indépendance, qui a poussé De Gaulle, la France à donner l'indépendance à l'Algérie? Est-ce que c'est à cause de ce combat, ce chaînon manquant dans notre histoire, ou bien c'est autre chose qui a poussé
la France a donné, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait pousser la balance? Merci beaucoup. Mais je pense qu'il y a un problème d'expression. La France n'a pas donné l'indépendance à l'Algérie. Voilà. Oui, oui, il y a un problème. D'accord. L'Algérie a arraché son indépendance. Évidemment, De Gaulle, il est plus intelligent que d'autres, il s'est rendu compte qu'il fallait se libérer le plus vite possible du fardeau algérien, parce qu'il allait payer très cher. Voilà, en gros, ceci dit, le fond de la question réelle, c'est le rapport entre politique et militaire. Voilà, je pense que l'invité va répondre. C'est-à-dire le poids du combat. Je pense que la France était en guerre, n'oublions pas, depuis 1939, la Seconde Guerre mondiale, et puis presque 10 ans de guerre en Indochine. La guerre d'Indochine s'est terminée au mois de mars et la guerre d'Algérie a commencé en novembre. J'ai toujours trouvé que 7 ans et demi de guerre pour la France, qui était appauvrie, qui était aux abois d'une certaine manière, était désastreuse. D'un autre côté, on voit bien que la France était prête à continuer éternellement. 7 ans et demi, pour eux, ils ne comptaient pas les années. Ils étaient prêts à continuer éternellement, sauf que le monde se tournait contre eux. Et ils en étaient conscients. Ils en étaient conscients de l'épuisement de leurs avoirs. De Gaulle ne voulait pas lâcher. À mon avis, il ne voulait pas lâcher. Beaucoup de gens ont dit après à la fin de la guerre qu'il était venu au pouvoir avec l'idée de l'indépendance de l'Algérie. Je n'y crois pas. Je crois qu'il aurait continué éternellement s'il n'avait pas senti que l'on tournait contre la France. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou pas, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Je crois que vous avez donné suffisamment de détails sur l'activité diplomatique à l'ONU notamment. Complète un peu votre. Dans la suite de. Nous avons ce matin. Je pense que ce visite est une contribution non négligeable à l'écriture de l'histoire. Parce que l'histoire, telle qu'elle a été enseignée jusqu'à présent, l'histoire officielle, comporte des stéréotypes et parfois des omissions, des occultations qui rendent difficile, qui ne permettent pas actuellement à l'Algérien de se déterminer par rapport à son passé. Depuis l'indépendance, donc le discours a été que la révolution algérienne avait reçu des soutiens de la part de pays frères, de pays amis, parfois, même si parfois ces aides ne relèvent que de l'imaginaire, mais pour ce qui concerne précisément les États-Unis, et notamment à l'avènement du général de Gaulle en France. Donc, je voudrais vous poser la question sur la contribution des États-Unis d'Amérique à la lutte de libération, certainement pas pour des questions affectives, mais pour des besoins de réelle politique. Et on l'avait bien précisé à
M. Ben Bella et auparavant, bien avant, donc responsable de l'ALN, que les États-Unis n'étant pas concernés par la colonisation, donc pas de colonie, et donc face à une Europe qui se faisait de plus en plus, comment dirais-je, téméraire, guillemets, au point de vouloir disputer le leadership américain sur le monde, donc tout ce qui pouvait affaiblir donc les puissances coloniales européennes entrait dans l'intérêt évidemment des États-Unis. Et c'est à ce titre que l'ALN avait reçu comme donc 40 postes émetteurs-récepteurs, donc du modèle utilisé par l'OTAN, que l'armée française n'avait pas. Et par la suite, donc un certain nombre d'attitudes du gouvernement américain, alors cette fois-ci sur le plan officiel, aux Nations Unies, notamment la résolution de 1960 sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a ouvert donc tout le chantier de la décolonisation, et au moment de la candidature de l'Algérie aux Nations Unies, donc au Conseil de sécurité, donc les États-Unis ne sont pas contentés de voter la résolution, mais de parrainer la candidature. Et après l'admission de l'Algérie aux Nations Unies, donc la première visite du premier président, eh bien, ça a été aux États-Unis. Qu'en pensez-vous? Pour ce qui est des appareils de transmission, il y a pas qui donne quelques détails sur cette opération. L'histoire officielle ne le dit pas. Non, mais un témoignage de proximité. Un témoignage. De proximité, c'est intéressant de voir ce qu'il dit. Oui, si je me tiens au livre de mon mari, les États-Unis, les appareils de radio et de transmission qui ont été utilisés par l'armée de libération étaient bien américaines, mais c'était sans nécessairement l'approbation des États-Unis. Hein. C'était des appareils commandés par le Maroc, qui était à ce moment-là un pays libre. Mais même si les États-Unis avaient l'impression que ce n'était pas un pays colonialiste, ce n'était plus un pays colonialiste depuis qu'ils ont lâché les Philippines. Les États-Unis étaient quand même l'organisateur, l'animateur de l'OTAN, et ils voulaient que la France revienne dans le giron de l'OTAN, parce que la France utilisait l'armement de l'OTAN pour se battre en Algérie, lorsque les États-Unis voulaient être concernés par l'Union soviétique et les pays de l'Est. Et ils voulaient absolument que l'OTAN devienne un plus puissant avec le retour de la France en France pour la protection de l'Europe, etc. Je crois que les États-Unis avaient joué un rôle pour l'indépendance en souterrain, c'est vrai, on l'a reconnu d'une certaine manière, mais il y avait un double jeu quand même. Oui, effectivement, moi je pourrais ajouter deux mots. Il ne faut pas perdre de vue que ces appareils de transmission venaient d'Allemagne. Bon, c'était sous couverture de voix à l'armée marocaine, qui venait d'accéder à son indépendance. Il ne faut pas perdre de vue la position de l'Allemagne à ce moment-là. La rivalité avec la RDA, avec les pays de l'Est. Et l'enjeu algérien. Ce sont des pistes à creuser aussi. Voilà.
Qu'est-ce qu'il veut encore? Ce sera peut-être encore une intervention, je crois, pour ne pas qu'on puisse trop fatiguer. Vas-y, voilà, tu as la parole. Merci. Je vous remercie d'avoir fait ce détour à Oran. Et ma question, c'est que je sens l'esprit de Frantz Fanon parmi nous. Je n'ai pas encore lu votre livre. En attendant de le faire, est-ce que vous pouvez me dire quelques petits mots? Merci. Quelques petits mots sur Frantz Fanon. Elle a senti l'esprit de Frantz Fanon parmi nous. Oui, j'ai rencontré Frantz Fanon quand il était l'ambassadeur du GPRA en Afrique. Et il avait son siège, il était ambassadeur itinérant. Et il avait son siège à Accra, qui était le premier pays africain à l'époque à se libérer du colonialisme. Le président de la République à ce moment-là était Kwame Nkrumah. Et donc, il s'est établi à Accra, il se réunit à partir d'Accra. Il est devenu très ami avec Patrice Lumumba, avec Patrice Lumumba du Congo belge, Félix Moumier du Cameroun, Holden Roberto d'Angola, etc. C'était un homme très intelligent et très perspicace. Et d'une certaine manière, il a défini la politique algérienne envers l'Afrique à ce moment-là. Il a cristallisé. C'était un homme qui ne pensait que politique et qui se pensait très profondément algérien. Il était originaire en fait de la Martinique, mais il se sentait très algérien, à tel point que vous êtes là. Il se sentait tellement algérien qu'un jour, quand je lui ai rendu visite à l'hôpital à Washington, il était en train de mourir de leucémie, et il se savait condamné. Et il s'est levé dans son lit et m'a regardé très fermement. Et il a dit, c'est pas une mauvaise chose de mourir pour son pays. Il y croyait profondément. C'était ce qui lui manquait le plus dans cet hôpital à Washington, c'est les frères. Il pensait continuellement, il aurait voulu pouvoir discuter, il se sentait un peu isolé. Il est mort très jeune, je crois qu'il avait 36 ans, quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie. Il est mort, je crois, en décembre 61, si je me rappelle bien. C'était un homme courageux, c'était un homme, comment dire en anglais, driven. Il animait une force d'homme politique qui se couchait jamais. On avait l'impression qu'il ne parlait que politique, il ne pensait que politique, que c'était... Quand il a su qu'il avait la leucémie, par exemple, le jour même où il a appris, il était à Tunis, il a appris par les médecins qu'il avait la leucémie. Il s'est déclaré prêt à lutter contre la leucémie. Et quelqu'un qui l'a connu à cette époque-là, qui l'a connu de très près, c'était Marie-Jeanne Manuelon, qui a ensuite publié un livre il n'y a pas longtemps là-dessus. Et Marie-Jeanne m'a dit qu'il est venu le soir même dîner chez elle, et il parlait politique, il parlait de son dernier voyage en Afrique, il parlait, mais tout sauf la leucémie. Il venait d'apprendre, quand il a annoncé à Marie-Jeanne qu'il avait
qui venait d'apprendre qu'il avait leucémie, il a dit, je vais lutter contre. Elle a dit, mais comment? Il a dit, avec le cortex. C'était un homme exceptionnel. Merci. Écoutez, vraiment, deux points. Voilà. Merci. Vous avez côtoyé les Black Panthers. Voulez-vous parler un peu de qui étaient ces gens-là, quel est leur nombre et pourquoi ils ont choisi l'Algérie? Merci. Quand j'étais jeune aux États-Unis, j'avais passé une fois une année dans le sud des États-Unis, à l'université. Et alors j'ai vu la discrimination raciale de près, j'ai vu, c'était encore l'époque de la ségrégation. Et c'était très difficile à vivre, à tel point que quand j'ai commencé à me révolter à l'université, on m'a demandé de ne plus revenir. C'était un problème qui me tenait à cœur. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que quand j'ai vu les Algériens pour la première fois dans ce défilé du 1er mai à Paris, j'ai beaucoup pensé aux Noirs américains. Et c'était une sorte de lutte qui me semblait désespérée. En tout cas, plus tard, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer les Panthères Noirs à Alger, Eldridge Cleaver, qui était le responsable de l'information, c'est un des trois grands des Panthères Noirs. Il y avait lui, Bobby Seale et Huey Newton. Quand j'ai appris qu'il était à Alger, qu'il voulait rester, qu'il venait de la Havane et qu'il voulait faire une conférence internationale pour révéler son existence, pour moi c'était une ouverture pour faire quelque chose. Enfin, que je pouvais faire quelque chose pour aider les Noirs américains qui quand même, une partie de moi-même était quand même restée à ce moment-là américaine. Alors aussitôt que j'ai rencontré Eldridge, il était dans un petit hôtel entre le Casbah et la ville européenne. Et il m'a raconté son histoire, son départ de Cuba, son arrivée en Algérie. Il était totalement clandestin. Personne ne savait qu'il était là. Il était arrivé avec des papiers cubains, avec un faux nom, etc. Alors, je connaissais à l'époque le responsable des mouvements de libération du FLN, c'était le commandant Slimane Hoffman. Alors, j'ai téléphoné au commandant et j'ai lui dit qu'Eldridge était là, qu'il espérait rester en Algérie, espérait donner une conférence de presse internationale, etc. Et Hoffman a dit tout de suite, mais qu'il reste, qu'il soit le bienvenu, aucun problème. La seule chose qu'il m'a demandé, c'était que l'APS annonce en premier sa présence en Algérie. Il faut dire qu'à l'époque, les Algériens ont été très généreux, très accueillants, très chaleureux avec les mouvements de libération. Et les Panthères Noirs ont reçu un accueil très important. L'arrivée d'Eldridge a correspondu à l'ouverture du PANAF, le Festival panafricain de la culture, qui allait s'ouvrir peut-être 2 semaines après l'arrivée d'Eldridge de Cleaver à Alger. Donc, leur nom avait été sur une liste que j'avais établie avec l'aide d'un Algérien de New York, d'invitation à ce festival.
Donc, j'ai annoncé à Mohamed Ben Yahya, qui était ministre de l'Information et l'organisateur du PANAF, que les Panthères étaient là. Et alors, il a dit aussitôt qu'il soit transféré à la Lettie, que les Panthères reçoivent une boutique de la rue Didouche-Moral pour leur siège pendant le festival panafricain. D'ailleurs, la photo qui est sur la couverture du livre est de 69 et justement devant le siège des Panthères Noires à Alger à ce moment-là. Ils étaient très populaires pendant durant le festival panafricain, et les jeunes ne cessaient de passer devant, entrer dedans, d'écouter le discours des Panthères, de voir des films qui étaient projetés à longueur de journée. Ils étaient ouverts de bonne heure le matin jusqu'à très tard le soir. Tout ça, c'était un moment de grande espérance pour tout le monde. On croyait encore que le monde était capable d'être changé, etc., que nous faisions partie de gens capables de changer le monde. On croyait au tiers-monde à l'époque. C'était une thèse que maintenant on n'entend plus parler. D'ailleurs, c'est impossible de penser à un tiers-monde aujourd'hui. À l'époque, il y avait l'Est et l'Ouest, et on a inventé la thèse du tiers-monde. En tout cas, les Panthères se sont installés. Et ils ont reçu une villa à El Biar. Ils ont reçu des mensualités. Ils ont reçu des documents de voyage pour qu'ils puissent quitter les pays, parce que la plupart des Panthères n'avaient plus de passeport américain. C'était des repris de justice. L'Algérie était très généreuse à leur égard. Leur dernière plateforme de presse et de télévision, de radio, etc. C'était une grande générosité. Ça s'est un peu gâché à un certain moment, parce que il y avait des avions piratés qui sont arrivés à Alger. Le premier avion d'arrivée, c'était en juin 71, je crois. C'était piraté depuis la côte ouest des États-Unis vers Alger par un ancien soldat du Vietnam, de l'armée américaine. Et ce soldat et sa copine, une blanche américaine, le soldat était noir. Il est arrivé à Alger, on était, Albert chez moi et deux autres Panthères, on était sur le tarmac. Et quand l'avion est descendu et on a vu ce garçon habillé dans un uniforme de soldat américain, c'était assez insolite. Alors l'agent, les deux pirates de l'air ont reçu immédiatement l'asile politique en Algérie. Mais l'argent a été repris par les autorités et a été rendu à la compagnie d'aviation. Les Panthères ont été très attristés par ça. Il s'agissait de $500,000. Alors, mais c'était normal. C'était vraiment normal. Après tout, si l'Algérie n'avait pas rendu l'argent, aucun pilote d'air sur un avion international aurait atterri dans ce pays. Ils étaient prêts à boycotter l'Algérie et ils ont annoncé immédiatement que l'argent doit être rendu à la compagnie d'aviation. Parce que c'est la compagnie d'aviation qui recueillait aux États-Unis avant le départ
de l'avion pour Alger, cet argent. La même chose, donc, ça c'est le premier pirate de l'air. Deuxième était un groupe de Noirs américains qui vivaient clandestinement à Détroit, dans le Michigan. C'était des gens, deux des repris de justice. L'un a été quelqu'un qui a quitté l'armée américaine sans autre, qui s'est promené, qui a pris un jour une permission et n'est plus retourné en armée américaine en Allemagne. C'était des gens donc qui étaient recherchés et avaient leurs femmes et leurs enfants. Ils étaient 8 en tout avec les enfants. Ils avaient lu dans un journal américain que les pirates de l'air, le premier avion, avaient reçu l'asile politique en Algérie. Ils n'avaient pas vu que l'Algérie a rendu l'argent. Donc, ils ont demandé $1 million pour relâcher les passagers aux États-Unis. Ils se sont présentés. Le chef du groupe s'est présenté comme prêtre catholique, habillé en noir, avec une Bible à la main dans laquelle il y avait un pistolet. Ils sont montés dans l'avion, ils sont partis de Détroit vers le sud des États-Unis, ils ont fait changer. Ils ont fait en sorte qu'un avion qui était capable de traverser l'Atlantique soit mis à leur disposition et ils ont libéré les passagers pour $1 million. Ils sont arrivés donc en Algérie, mais les Algériens avaient déjà l'expérience de la première avion et ils n'ont pas invité les Panthères à recevoir les pirates de l'air. Mais quelques jours plus tard, ils les ont remis aux Panthères. Et moi, je n'étais pas là à ce moment-là, j'étais en France en vacances, donc je n'ai pas participé à tout cet événement. En tout cas, ils ont reçu aussi l'asile politique, mais $1 million a été rendu par les autorités algériennes à la compagnie d'aviation américaine. Les Panthères voyaient ça très mal. Et ils se voyaient tellement près de cet argent, mais ça a disparu. Donc, ils ont eu le malheur d'écrire une lettre ouverte à Juarez Boumedienne pour en effet, le dénoncer, pour les avoir un peu, d'une certaine manière, trahis. Les autorités algériennes ont pris ça très mal. Et ils ont fermé leur bureau pendant 24 heures. Et ils ont fait une inspection de l'intérieur, ils ont pris leurs armes, etc. Puis ils les ont laissés tomber. Après, ils ne les ont pas renvoyés tels que certains journalistes et même certains panthères ont raconté. Ils ne les ont pas renvoyés et ils les ont laissés rouvrir leur bureau et continuer à représenter les panthères noirs. Ils ont, en somme, table rase de cet incident et on n'a plus parlé. Mais les panthères, par contre, sentaient que c'était le moment de partir. Contrairement à ce qu'on pense en général, c'est pas tellement à cause de ce qui s'est passé avec l'Algérie. C'est qu'aux États-Unis, les panthères noirs avaient été tellement attaqués par le FBI, tellement leur opération aux États-Unis était tellement mise en question, leurs bureaux à travers les différentes villes américaines avaient été détruits. Des gens des dirigeants sur le plan local ont été assassinés.
la politique de l'FBI à ce moment-là considérait les Panthères Noirs comme l'ennemi numéro un. Et ils ont tout fait pour détruire cette organisation, ils ont réussi dans une grande mesure. Une deuxième raison de l'affaiblissement de l'organisation était les propres erreurs. Ils ont fait des erreurs politiques et autres eux-mêmes. Et à un certain moment, ils se sont gonflés, croyant que tout était permis, mais ils ont pris de mauvaises décisions. Donc, il y a petit à petit l'organisation elle-même s'est affaiblie. Alors, les défauts des Panthères, les erreurs des Panthères, plus la dévastation amenée par le FBI, a fait en sorte que c'était une organisation en train de mourir. C'est surtout ça qui a fait leur faiblesse. Et on fait en sorte que ceux de Alger, qui est maintenant une minorité dans l'organisation des Panthères Noirs, se sentait terriblement sa faiblesse. Et il faut dire que c'était des hommes, des femmes et des enfants. C'était des familles maintenant. Et quel serait leur avenir? Où est-ce qu'ils allaient? Ils ne pouvaient pas rentrer aux États-Unis. La plupart avaient des inculpations contre eux. Alors il fallait bien qu'ils se décident pour l'avenir de leur famille, leur avenir personnel, pas l'avenir de Panthères Noirs. Ça a été décidé d'une certaine manière déjà. Donc, chacun prenait sa décision. Eldridge a décidé qu'il allait en France. D'autres sont partis pour la Zambie. Certains, des pays de langue anglaise, en principe, certains sont partis pour la Zambie, d'autres sont partis pour la Tanzanie. D'autres sont rentrés clandestinement aux États-Unis pour faire partie d'une organisation souterraine américaine pour la libération des Noirs. Donc chacun a pris sa décision. C'était pas l'Algérie qui a décidé qu'il devait partir même. Certains sont restés. John Cox, le dirigeant pour l'armement, pour le dirigeant militaire des Panthères Noirs, est resté 5 ans après, ou 4 ou 5 ans après, en Algérie. Il a vécu ici. Et pour lui, c'était un refuge permanent. Il aurait pu rester toute sa vie. Les autres aussi. C'était eux-mêmes qui ont pris la décision de partir individuellement parce qu'il était temps de penser à eux-mêmes et leur vie, la vie de leurs enfants, etc. Merci Madame Ossi pour ces explications et ces informations bien précieuses. Alors évidemment, on aurait voulu continuer à discuter avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir encore parmi nous pour que vous puissiez nous parler de votre relation avec les mouvements de libération en Afrique, avec la gauche américaine, sa évolution, le mouvement d'émancipation. Bien aimé savoir quelle a été l'évolution contemporaine récente. Et plein d'autres questions. Si vous voulez cependant dire quelques mots, juste une petite et dernière question. Vous êtes venu en Algérie, vous êtes parti en 1974. Vous êtes revenu pendant longtemps, vous n'avez pas pu revenir, et vous n'avez pu revenir que récemment. Quelques mots sur l'impression que vous avez eue en débarquant en Algérie près d'un demi-siècle après. Voilà.
Par un concours de circonstances, le consul à New York a pris mon cas entre ses mains et il a réussi à enlever mon nom à l'aéroport. Il y a une liste à l'aéroport. Vous avez été expulsé, attention. Oui, j'avais été expulsé en 1974. Et j'avais été expulsé parce que j'étais l'ami de Zora Salami qui a épousé Ben Bella en prison. Et c'est ça qui a fait que le SM, je pense que vous savez ce que ça veut dire, s'est intéressé à moi parce que Zora passé 3 semaines dans la prison avec Ben Bella et 1 semaine à Alger. Et quand elle venait à Alger, évidemment, elle téléphonait à ses amis, elle disait je suis là, qu'est-ce qu'on peut faire? On faisait des courses, on allait au cinéma, etc. pendant 1 semaine. Et le SM a trouvé que c'était un moyen de savoir si on faisait autre chose que faire des courses et aller au cinéma avec ses amis. Quand j'ai dit non, ils ont laissé passer un peu de temps, ils m'ont demandé encore une fois, et j'ai dit non. Et finalement, ils ont dit on en a marre, on m'a mis dans un avion. Donc, je suis partie et mon nom était sur une liste à l'aéroport pendant 44 ans. Jusqu'au consul algérien à New York a pris en main mon dossier, m'a demandé d'écrire là-dessus pour expliquer comment tout ça s'est passé. Et elle a fait des démarches qui ont permis à me donner un visa et enlever mon nom de liste de l'aéroport. Alors je suis là. Alors je suis venue, tout de suite après avoir reçu ce visa, je suis venue l'année dernière au mois de novembre, passer un peu plus de 2 semaines. Et j'ai trouvé un pays qui n'était plus le même. Quand je vivais ici, il y avait peut-être au maximum 10 millions d'habitants. J'ai trouvé un pays plein de monde, plus de 40 millions. Voiture, il n'y en avait pas quand j'étais ici. J'étais une des rares personnes qui avait une voiture. J'ai été victime des embouteillages sans fin, etc. Et je ne sentais pas une énergie particulière. Je sentais que les gens s'occupaient d'eux-mêmes et s'occupaient de ce qu'ils avaient à faire. J'étais, à vous dire la vérité, un peu déçue. Mais cette fois-ci, je suis revenue et j'ai senti une étincelle. J'ai assisté au Hirak à Alger 2 fois, surtout le 1er novembre. J'ai senti des étincelles extraordinaires et j'espère que ça deviendra des flammes et ça changera. Que ça éclate de justesse, de droit, etc. Oui, À la demande de Kalemo Ouara, je vais vous lire un court passage de son ouvrage. Alors, je cite: mon histoire avec l'Algérie ne se terminera jamais. Elle a envahi et occupé mon être durant toutes ces années. J'étais parmi les rêveurs qui y sont allés pour construire un monde nouveau. J'ai cru en le peuple algérien, dans son cœur et dans son âme, à travers la guerre et dans la reconstruction du pays martyrisé. En retour, j'ai reçu affection et reconnaissance, en plus d'un chez moi. Je n'ai jamais rencontré un Algérien qui ne fut pas meurtri par tant d'injustice, tant de misère encore irrésolue. Mon premier geste le matin, dans mon appartement à l'ouest de Manhattan, après avoir salué le portrait de Mortar sur le mur,
et d'allumer mon ordinateur pour lire le matin le quotidien algérien algérois en français. Je suis ému par le langage si correct et je souris devant les expressions d'un autre temps, le mode de présentation si vieillot pour un lecteur du New York Times. À chaque rassemblement, je cherche les Algériens, jeunes et vieux. Ce sont des gens qui ont le sens du passé. Je replonge en arrière avec eux et me souviens, je retrouve ma jeunesse. Voilà. Merci à la militante des causes justes, qui est tellement de causes. Nous n'avons pas parlé de la Palestine, nous n'avons pas parlé de la guerre du Golfe, nous n'avons pas parlé de tas d'autres choses, de contributions du Vietnam, etc. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Vous serez toujours la bienvenue parmi nous. Voilà. Alors, nous allons passer à la vente dédicace d'ouvrage. Et puis, si quelqu'un peut avoir une petite discussion avec elle, de ces possibilités, vous pourrez, notamment chez la Méchant. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour les ouvrages? Ah, la vente dédicace, c'est dehors.